Bonjour à tous. Alors, no pain, no gain. On connaît tous cette expression, elle est ancrée dans notre imaginaire collectif, c'est la vision du bien apprendre aujourd'hui, la vision du bien travailler. On l'a complètement intégrée comme un mode de fonctionnement normal aujourd'hui. Mais pourquoi sait-on qu'on a besoin de morfler, de souffrir pour réussir ? C'est parce que ça, en fait, cette vision-là, on l'a apprise. Et on l'a apprise où ? On l'a apprise à l'école. En dehors des savoirs de base comme écrire, compter, lire, l'école nous a appris basiquement 3 choses. Premièrement, l'école nous a appris à avoir peur de faire des erreurs. Je ne sais pas si vous êtes des traumatisés de l'école comme moi, mais vous le savez très bien, les fautes, les erreurs sont sanctionnées à l'école. Et si vous étiez comme moi, vous aviez peur de prendre la parole en classe devant les autres parce que vous saviez que si vous faisiez une erreur, elle allait être stigmatisée, qu'on allait vous prendre publiquement en exemple pour montrer au reste de la classe exactement ce qu'il ne faut pas faire. À l'école, les bons élèves sont ceux qui font le moins d'erreurs. Or, c'est exactement le contraire dans la vie professionnelle. Il n'y a que ceux qui essaient, qui tentent, qui échouent, qui apprennent de leurs erreurs, qui réussissent. Et ça, on nous a bêtement fait croire qu'échouer était grave dans la vie, alors que c'est le contraire qui est dangereux. Deuxièmement, l'école nous a entraînés à penser dans un cadre préétabli. Il y a des exercices avec une consigne et une seule solution à trouver. Jamais on ne vous invite à penser en dehors de ce cadre-là. Jamais on ne vous invite à réfléchir out of the box, comme on dit en anglais. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez de la première chose que vous avez apprise à l'école ? Vraiment la première chose, remontez loin. C'était même avant d'apprendre à écrire votre prénom. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école ? On a appris à colorier sans dépasser. Premièrement, je crois parce qu'on considère que c'est pas très joli. Deuxièmement, parce qu'on considère que c'est un peu rebelle. Paradoxalement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire d'artistes comme Picasso, par exemple, dont on sait très précisément qu'il ne s'est pas du tout contenté de colorier sans dépasser, que ce sont des génies. Et ça, le jour où je me suis rendu compte que le cadre asphyxiait la créativité, c'était il y a quelques années. J'avais, je pense, à peu près 20 ans, et ma petite sœur Clémence en avait 10. Elle m'a montré un de ses dessins, et ça m'a fait un choc. En fait, elle avait fait un dessin out of the box, au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle était sortie du cadre de la feuille de papier. Alors vous vous demandez peut-être comment c'est possible de sortir du cadre de la feuille de papier. En fait, elle ne s'était pas contentée de dessiner tout simplement sur sa feuille comme les autres enfants, avec des éléments en papier. Elle a collé des choses, ce qui faisait que son dessin était en relief, ça sortait en hauteur, ça sortait sur les côtés. Et elle m'a montré ça, je me souviens plus si c'était joli ou pas, mais moi ça m'a bouleversée parce que je me suis demandé, mais d'où lui vient ce courage de faire ça ? Comment elle a eu l'idée de faire ça ? Et en fait, je crois qu'elle s'en foutait complètement des règles du cadre. Elle a pris la liberté de créer selon elle et elle s'est affranchie de la peur du jugement. Et ça, pour moi, ça s'appelle l'innovation. Troisième chose, l'école nous a enseigné à respecter le programme et pas autre chose. En faisant ça, l'école, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle induit forcément de la standardisation et elle produit de la hiérarchisation entre ce qu'elle considère comme important, ce qu'elle considère comme moins important et ce qu'elle considère comme complètement inutile. L'école, elle impose un planning, elle impose un emploi du temps auquel tout le monde doit se conformer, prof comme élève d'ailleurs, au même rythme. Et quand elle fait ça, qu'est-ce qu'elle fait l'école ? Elle échoue à détecter les particularités intrinsèques des individus. Et au lieu de miser sur la variabilité des talents, qu'est-ce qu'elle fait ? L'école, elle crée du pareil, elle crée du même, elle crée de la masse. À l'école, j'étais une élève très médiocre. Je m'ennuyais profondément et je le manifestais de façon ostentatoire. Je participais en classe seulement pour poser des questions qui n'avaient rien à voir avec le cours. Je n'ai pas souvenir avoir fait mes devoirs très souvent. Je rendais des copies blanches. J'étais une sorte de cancre introvertie qui ne comprenait pas ce qu'on lui demandait, qui ne comprenait pas ce qu'on attendait d'elle. Et pour échapper à ma souffrance, je cherchais des distractions. Je ne sais pas si pour vous c'était pareil, mais
j'avais pour habitude, je me rappelle que je faisais souvent semblant de faire tomber quelque chose de mon bureau, comme un stylo par exemple, pour avoir quelque chose à faire. Tout ça. Je me penchais pour le ramasser, je me disais tiens, je suis bien là, je vais rester sous ma table. Et je restais cachée comme ça, pensant que le prof ne me voyait pas, en me disant je vais rester là le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il me voie et qu'il me demande de me rasseoir. Et en fait, je passais mon temps comme ça, dans ma tête, à me poser des questions qu'on ne posait jamais à l'école. Bizarrement, je ne sais pas trop comment, j'ai réussi quand même à me traîner jusqu'au lycée. Et c'est seulement en terminale, donc vraiment assez tard, que j'ai eu la révélation de ma vie. La prof de philo a ouvert la bouche et a commencé à parler. Et là, mon cerveau s'est allumé. J'ai ressenti un immense bonheur et je me suis rendu compte, mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie en fait. Je ne savais pas que ça s'appelait de la philosophie, mais... Et là, j'ai commencé à travailler, sans m'en rendre compte, à apprendre avec énormément de facilité. J'ai commencé à faire des liens entre les différentes matières, etc. Et en quelques semaines, quelques mois, assez rapidement, je suis devenue la première élève, de ma classe. Et là, s'est ouvert à moi le monde des études, chose impensable quelques mois auparavant. Des années d'études, d'épanouissement incroyables, qui m'ont donné la force et l'envie de changer le système éducatif. Aujourd'hui, presque tout ce que j'entreprends embrasse cet objectif de changer le paradigme éducatif. Alors, no fun, no gain, c'est ça la vérité. Ce déclic du plaisir d'apprendre, moi je l'ai eu parce que j'ai eu l'opportunité de comprendre, de trouver ce que j'aimais dans la vie et ce pourquoi j'étais faite. Il y en a qui passent complètement à côté de cette opportunité-là et ils sont malheureux dans un travail qu'ils détestent. Et c'est pour ça que c'est de là que ça vient le no pain, no gain, cette illusion que c'est difficile, qu'il faut souffrir. Mais ça, c'est parce qu'on a oublié que c'était facile d'apprendre. Pourquoi c'est facile ? C'est parce que l'homme est un animal qui apprend naturellement. On n'a pas besoin de le forcer, on n'a pas besoin de lui mettre de la pression pour qu'il réussisse. Et pourquoi ça ? Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez un bébé ? Non, vous ne vous en rappelez pas, vous avez appris des choses fondamentales pour votre développement. Vous avez appris à marcher et à parler, des choses très complexes du point de vue cognitif et psychomoteur. Quand vous vous êtes redressé pour marcher et que vous êtes tombé, vos parents ne se sont pas fâchés. Ils vous ont encouragé à continuer. Ils vous ont encouragé à vous relever. Ils ne vous ont pas distribué des listes de vocabulaire pour vous faire parler. Vous les avez seulement imités. Et dans tous ces apprentissages-là, qui sont complexes, fondamentaux, etc., vous vous en rappelez même pas tellement c'était facile, mais tous ces apprentissages-là, ils se sont passés sans cadre, sans standard, sans méthode et sans échec. Alors je vais vous dire quelque chose, moi ce que je crois c'est que la pédagogie ce n'est pas du tout une question d'outils. Les outils comme on peut entendre parfois, bien sûr ça aide. Le fait de mettre des iPads dans des classes ou de travailler sur des TBI, les tableaux blancs interactifs, ok c'est peut-être fun, mais pour moi c'est pas du tout ça la pédagogie, c'est pas une question d'outils. La pédagogie c'est une question de contexte. Les contextes dans lesquels on apprend bien, comme quand on est un bébé par exemple. Quels sont ces contextes ? Pour trouver ces contextes, on va faire quelque chose de très simple. On va se poser la question de savoir qu'est-ce que les gens aujourd'hui adorent faire. Vous regardez les gens autour de vous, observez-les, regardez ce qu'ils font naturellement, facilement, avec plaisir, dont on n'a pas besoin de les forcer pour qu'ils fassent ça. Et ils adorent ça. Qu'est-ce que c'est ces contextes-là ? Ces contextes, moi j'en ai trouvé 4. Vous me direz si vous en avez vu d'autres ou pas. 4, plus précisément 3 plus 1. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et ces contextes, pour moi, ce sont de véritables boosters pour apprendre. Alors, le premier booster, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas juste Facebook, Snapchat, Twitter, etc. C'est vraiment au sens général que je l'entends. Donc, c'est beaucoup plus ancien que Facebook, que les réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'est la communauté, l'association, ce qui fait que les gens se réunissent, se voient en réel ou non, autour d'un intérêt commun. Et pourquoi c'est important les réseaux sociaux pour apprendre ? C'est parce que les réseaux sociaux, ça stimule le partage. Vous le savez, vous l'avez certainement déjà entendu, on parle de social learning, on apprend mieux quand on essaye d'enseigner aux autres ce qu'on a compris, quand on partage, quand on observe les autres, quand on les imite, etc. Deuxième booster, et là ça va peut-être vous surprendre un peu plus, les séries télé. Les séries télé, tout le monde adore ça, on est d'accord ? Desperate Housewives, Homeland, Breaking Bad, How I Met Your Mother, il y a quoi d'autre ? Je ne sais plus, je regarde tellement. Vous avez déjà tous dans cette salle regardé au moins une de ces séries-là, ou une autre que je n'ai pas citée. Alors là, je parle de séries parce que c'est ce qui est le plus emblématique de notre époque aujourd'hui, mais quand je dis les séries, qu'est-ce que je veux dire en fait ? Les séries au sens plus général, en fait, les histoires, le storytelling. Pourquoi on aime les histoires ? Pourquoi c'est important pour nous qu'on nous raconte des histoires ou d'en regarder ? C'est parce que les histoires, au sens général, ça stimule l'empathie.
L'empathie, c'est une qualité dont on parle de plus en plus aujourd'hui et qui, je trouve, j'ai l'impression, est décrite comme fondamentale pour aborder le XXIe siècle. Troisième booster, et là on va revenir à quelque chose que vous connaissez, les jeux. Les jeux, vous avez aussi sûrement déjà entendu que c'est censé faciliter l'apprentissage, ou en tout cas ça le rend fun, sympa. Là, quand je parle de jeux, je ne parle pas de jeux qui viennent appuyer un cours ou quelque chose comme ça. C'est les jeux au sens général, que ce soit les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux sportifs, les jeux comme on voit dans cette image, les jeux de cartes, le poker, n'importe quoi. Pourquoi les jeux, c'est important? C'est parce que les jeux, ça stimule la stratégie, par exemple. La stratégie, c'est une qualité, c'est une compétence qui est directement applicable dans le monde professionnel, comme en marketing, en management, des métiers comme ça, en fait. Et ça stimule aussi l'imagination, la création, la construction. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on joue? Le jeu, c'est presque le plus fondamental de ces 3 boosters. C'est parce que quand on joue, on crée un monde, on crée du possible, on crée du paradigme, en fait. Ce qu'il y a de bien dans ces 3 boosters, si vous êtes plus ou moins comme moi, c'est-à-dire à regarder des séries tout le temps, être tout le temps sur les réseaux sociaux, à jouer, c'est que ces 3 boosters-là, déjà, ils développent tous une forme d'addiction. Alors l'addiction, ça peut être mauvais, il ne faut pas que ça aille trop loin, mais qu'est-ce qui est de génial avec l'addiction? C'est que l'addiction, ça se transforme très facilement en motivation, en moteur pour apprendre. Et la chose la plus extraordinaire par rapport à ces 3 contextes-là, ces 3 boosters-là, c'est que ces moments-là, vous, quand vous les vivez comme des moments de repos. C'est vrai, on n'a pas l'impression de travailler, de faire quelque chose de difficile. C'est de la distraction, c'est du divertissement. Pourtant, si on scannait votre cerveau, on verrait que c'est une activité cérébrale intense, hyper stimulante du point de vue intellectuel. Et ces 3 raisons-là, addiction, motivation, repos, ça suffit déjà à nous faire comprendre qu'on peut et qu'on doit essayer d'intégrer ces 3 boosters-là dans tout processus éducatif. Le 4e booster, je l'ai mis à part parce que pour moi, il fait appel à quelque chose de très profond en nous. C'est le plus intime, si on peut dire. Et ce booster-là, c'est les projets réels. Ce que vous faites pour de vrai dans la vie. Ce qui donne un sens à votre vie, en fait, parce que vous le faites tout simplement pour de vrai. Vous avez des objectifs, c'est ce qui vous permet de vous projeter dans le futur. Les projets réels, ça peut être, par exemple, comme on voit ici, ça peut être un voyage, ça peut être un stage, ça peut tout simplement être faire de la recherche, par exemple, dans le cadre d'une thèse, et ça peut aussi carrément monter sa boîte, par exemple. Et là où c'est important, d'un point de vue pédagogique, les projets réels, c'est que ça stimule votre courage de façon très significative. Ça stimule la remise en question, votre positionnement, vous, par rapport à l'échec, ce que vous en apprenez, comment vous vous en relevez. Et ça stimule, du coup, la connaissance de vous-même et des autres. Et ça, c'est hyper important parce que ça stimule et ça développe votre épanouissement personnel, ça détermine un peu quand même votre bonheur aussi. Alors ces 3 boosters-là, donc les réseaux, les séries ou histoires, les jeux et les projets, ce sont 4 contextes, 4 boosters que vous avez rencontrés quand vous étiez un bébé. C'est ce qui vous a fait apprendre en fait. C'est les projets réels, c'était quand vous partiez à l'aventure, vous avez exploré votre environnement proche, vous avez joué, vous avez été entouré de vos parents, d'autres enfants, par exemple, on vous a raconté des histoires avant d'aller dormir. Tous ces éléments-là, en fait, c'est ce qui vous a permis d'apprendre très facilement. Et ce qui est génial, c'est que ces 4 éléments-là, en fait, ils permettent tous l'affirmation de soi. Quelque chose qu'on devrait retrouver à l'école. C'est fondamental. Or, ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais finir par No Guts, No Glory, parce que vous allez me dire, ok, d'accord. C'est facile d'apprendre si on rencontre ces contextes-là. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais de là à réussir de façon remarquable dans la vie, il y a quand même une marge, et c'est quand même très difficile. Et vous avez raison parce que c'est en partie vrai. Vous ne rencontrerez jamais aucun grand PDG qui vous dira que son parcours était sans embûches, sans échecs, sans obstacles, sans pleurs, sans stress, sans problème. Mais il vous dira aussi, et si vous regardez les gens qui réussissent de façon notable dans la vie, comme les artistes, les visionnaires ou les intellectuels, ils vous diront tous que s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils le sentaient comme ça, ils n'avaient pas le choix. Ils ont été poussés par quelque chose qui les anime, par quelque chose qui les passionne. D'un point de vue extérieur, ça peut paraître impossible. Eux, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, en fait. Et ça, même si, au fond d'eux, intérieurement, ils étaient tiraillés par la peur, par le stress, par la timidité, ils l'ont fait quand même. Alors, mon rêve aujourd'hui, c'est de créer une école qui permette ça.
qui permettent aux individus de se réveiller, de se révéler à leurs propres talents, à leur vocation, à ce qu'ils aiment faire dans la vie, à trouver, à mettre en cohérence ce qu'ils aiment et ce pourquoi ils sont bons dans la vie. Du coup, je me suis dit, no guts, no glory. Donc, j'ai quitté mon CDI il y a quelques mois. J'ai fait un boulot génial, j'étais bien payée, c'était déjà le boulot que je voulais faire 2 mois avant. Et j'ai quitté ce travail-là pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale de ma vie, je pense, pour créer l'école du futur. Et cette école, elle s'appelle New World University. New World University, c'est l'université du futur qui formera les esprits créatifs et entrepreneurs de demain. Ce que nous, vraiment, on veut dans ce projet-là, c'est décomplexer les gens sur leur capacité à être entrepreneurs, sur leur capacité à être créatifs et surtout sur leur capacité à se créer leur propre place dans la société, leur propre richesse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se créer son propre job. Et comme le disait Frédéric tout à l'heure, donc moi c'est 60%, c'est pas 65%, mais c'est presque pareil. 60% des jobs qui existeront demain, dans une dizaine d'années, n'ont pas encore été inventés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui va les inventer, ces métiers-là? C'est les enfants d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on veut leur permettre. Qu'est-ce que ça veut dire, se créer son job? Moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai postulé, j'ai écrit à une entreprise pour venir travailler avec eux, je ne répondais pas à une offre. Ce boulot-là n'existait pas, je me suis créé ma place. Ça veut dire ça, ça veut dire soit on monte sa boîte, soit on a un comportement d'entrepreneur ou d'intrapreneur au sein d'une entreprise et donc on va essayer d'améliorer les choses, de proposer des innovations, de changer l'entreprise, soit carrément on répond à un nouveau besoin, à une nouvelle compétence et on s'invente un nouveau besoin par rapport aux autres collaborateurs d'une entreprise. Alors New World University, c'est quoi? Ça va être 3 choses. Premièrement, c'est un campus numérique connecté à des campus physiques, énergisants, créatifs, situés dans les grandes régions économiques du monde. Et ce campus physique, ils n'ont rien à voir avec le campus traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, avec les amphis, etc. Ça va être des espaces complètement ouverts. On y rentrera aussi simplement que dans un centre commercial, par exemple, ouvert 24/24. Deuxièmement, c'est des programmes modulaires à la carte, personnalisés, diversifiés et passionnants. Et troisièmement, c'est une pédagogie inédite et hyper puissante qui repose sur les 4 boosters dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les réseaux, les séries télé, les jeux et les projets réels. Alors en attendant qu'une telle école existe, demandez-vous si ce que vous faites aujourd'hui vous passionne dans la vie. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ou si vous répondez non, alors posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je ferais si l'argent n'avait pas d'importance? C'est une grande question et vous seriez étonné du type de réponse qu'on obtient en posant cette question. Pensez-y bien à ça et mettez-y tout le plaisir et le courage possible et libérez vraiment votre âme d'enfant. Merci.